Bonjour à toutes et à tous. Alors merci aux stagiaires qui nous font le plaisir de rester après cette matinée qui a été dense. Pour les personnes extérieures, sachez que ce matin on a parlé justice restaurative. Donc là on est sur la foulée des réflexions. Et donc merci à toutes les personnes qui ont bien voulu s'inscrire, toutes les professionnels de l'extérieur qui se sont inscrits pour participer à ces journées professionnelles. Alors avant de passer la parole à Frédéric Faure, le directeur général de l'école, je voudrais... Alors, parfois on fait ça après, mais on a fait le choix de le faire maintenant. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été en charge de l'organisation de ces 2 jours. Donc, d'abord Basma Hamadi, qui est encore là. Amami. Pardon, excuse-moi Basma. J'ai pas l'habitude de t'appeler par ton nom de famille. Donc, qui est directrice de PTF Grand Nord, l'ensemble du comité de pilotage, donc Patricia Nuitins, qui est directrice du PTF Sud-Ouest et qui va avoir la lourde tâche de m'assister à la technique et aussi pour le timing qu'il va falloir respecter. Donc, le reste de l'équipe, il y a Jean L'Empereur, que vous verrez d'ailleurs un petit peu mieux peut-être dans les journées, et Sophie Moreau, qui est là, qui sont respectivement formateurs et formatrices au PTF Grand Nord. On tient aussi à remercier les 2 Camille de la médiathèque, Camille Thieffrit, Camille Lecoffre, qui nous ont aidés sur notamment la bibliographie, mais aussi le choix des courts-métrages que vous aurez peut-être l'occasion de voir demain. Service communication et service multimédia qui va assurer la réussite aussi de ces journées. Vous avez entendu une petite chanson en ouverture, donc elle a été composée spécialement pour ces journées. Donc c'est Malé, une artiste lilloise, que grâce à Pierre Saint-Dizier, qui est là-bas, qui n'écoute absolument pas, qui est la personne que vous irez voir si vous paumez dans l'école ou si vous ne trouvez pas le nom de vos ateliers tout à l'heure. Donc c'est lui qui nous a ramené Malé, cet artiste qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous aurez l'occasion de voir en direct une illustration par une plasticienne qui est là, qui s'appelle Sylvaine Génie. Donc j'ai presque oublié personne, enfin si, alors quelque chose qui se fait pas, je vais me remercier moi-même, ainsi que ma collègue Perrine Cheval qui est là, parce qu'on a travaillé depuis quelques mois pour préparer ce numéro de la revue Académique que vous avez là, qui est accompagné d'un marque-page. J'espère que tout le monde l'a pris. Bon, sinon vous pouvez toujours rattraper à la pause, et un marque-page où vous allez retrouver sur le QR code l'intégralité du programme de ces journées. Donc merci à tous. Je pense avoir oublié personne. Et il ne me reste plus que, avant de donner la parole à Olga Meurice, d'abord donner la parole à Frédéric Faure qui va faire l'introduction de ces journées. Merci Frédéric. Merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous. À chacune et à chacun ici de la promotion des éducateurs en formation statutaire et puis de tous les autres professionnels qui viennent ici au titre de la formation continue, qui êtes partenaires de l'école. Ces journées sont ouvertes et donc je me réjouis de vous voir aussi nombreux au-delà même de la promotion des éducateurs en formation ici et puis en replay puisque ces journées seront pour partie disponibles en replay après qu'elles auront eu lieu donc à partir de la semaine prochaine je pense. Alors, je vous souhaite le bienvenu et puis je vous explique en quelques mots notre intention en tant qu'école avant que Olga puisse rentrer dans le vif du sujet. Mais notre intention, elle est déjà forcément dans le vif du sujet puisque d'abord, ce sont des rencontres professionnelles. On en tient 2 par an dans cette école et les rencontres professionnelles chez nous, ce sont des espaces de dialogue et de travail autour de thématiques qu'on estime émergentes. Alors, celle-ci, l'écologie maillée à l'action éducative, mais celle-ci, l'écologie, n'est émergente en réalité que pour les institutions publiques, parce que dans le débat public, cette thématique n'a plus rien d'émergent depuis très longtemps. Pour les citoyens, elle est émergente selon le citoyen qu'on est et l'ouverture qu'on a au sujet qu'on va aborder, évidemment. Par contre, elle reste émergente pour les institutions et c'est peut-être ça qui est un peu préoccupant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que ces journées prennent cette place auprès d'une promotion complète d'éducateurs en formation, parce que nous devinons que dans cette promotion, beaucoup sont sensibles à cette cause, puisqu'il s'agit bien d'une cause politique, mais aussi parce que nous devons, à l'école, être promoteurs
de projets, d'idées nouvelles au bénéfice des praticiens de terrain. Et en vous disant cela, je m'empresse de tout de suite me corriger, puisque vous allez voir pendant ces journées que beaucoup des initiatives que nous allons valoriser viennent justement des terrains, viennent justement des services et établissements de la PJJ pour ce qui nous concerne, mais viennent de l'initiative locale, tout simplement. Demain, il y aura des présentations, demain, il y aura des ateliers animés, co-animés, en tous les cas habités par des collègues des territoires, de services de milieu ouvert, d'hébergement, et je me réjouis vraiment qu'on leur laisse cette place-là. C'était vraiment l'une des intentions de ces journées, de leur donner cette parole et de montrer par l'exemple local ce qu'il est possible de faire au bénéfice donc de cette cause commune. Donc je le disais, notre institution, les institutions en général s'emparent très lentement, progressivement de cette thématique, de ce défi central que certains appellent le défi du siècle, l'affaire du siècle pour reprendre le nom d'une association bien connue. Et pourtant, faut-il rappeler que ça fait au moins 30 ans que nous savons que la crise climatique s'impose à nous. Par les premiers rapports extrêmement popularisés du GIEC, évidemment, si on veut regarder les gaz à effet de serre, qui n'est pas le seul sujet de la crise climatique, mais qui est un sujet évidemment majeur de la crise climatique. Donc les premiers rapports du GIEC. Si on se souvient du sommet de Rio de 1992, évidemment, beaucoup dans cette salle ne peuvent même pas s'en souvenir, parce que certains n'étaient sans doute même pas nés. Mais le sommet de Rio, pour ma génération, a été une étape politique extrêmement importante, puisque ça a été le premier sommet international extrêmement médiatisé sur cette thématique. Et puis, plus récemment, et là tout le monde s'en souvient forcément, faut-il rappeler que les accords de Paris de 2015, peut-être Kolga, tu en parleras, enfin j'imagine forcément, vu la puissance de ces accords, mais que les accords de Paris de 2015, à l'occasion de la COP 21, ont été extrêmement conclusifs, inductifs, que beaucoup des orientations de la COP 21, des accords de Paris, accords internationaux, ont été désormais traduits en droit positif français, et que ça, c'est notre base de travail à nous, institutions. J'ose dire, et j'attends d'être évidemment très contredit parce qu'il n'y a pas de vérité sur le sujet, mais j'ose dire que, de mon point de vue, le législateur a quasiment fait l'essentiel du travail en France. Parce qu'il y a, depuis les accords de Paris, beaucoup de lois qui ont été votées. Pour la transition écologique, la transition énergétique, mais également pour l'alimentation, pour l'agriculture. Il y a encore beaucoup à faire. Je ne dis pas que tout est fait. Mais le législateur a fait une telle part du travail que désormais, ce qu'il nous revient à nous tous comme citoyens d'abord, comme institutions fonctionnaires ensuite, c'est déjà d'appliquer les lois qui existent. Et encore une fois, quand on prend le temps de les regarder, on se rend compte de leur degré de précision et de l'implication qu'elles peuvent avoir dans nos vies collectives, dans les institutions et, encore une fois, dans nos vies à la fois de citoyens et de fonctionnaires. Pour nous, fonction publique d'État, mais fonction publique en général d'ailleurs, existe depuis 2020 une circulaire qui s'appelle Service public éco-responsable, qui est une première brique infraréglementaire, donc, des accords de Paris. Service public éco-responsable, c'est une circulaire qui prescrit déjà 20 orientations extrêmement concrètes pour que les services publics engagent leur transition écologique. C'est en cela que je dis que le législateur, en tous les cas ceux qui rédigent les textes, ont fait déjà une grosse part du travail et qu'on peut s'étonner du coup qu'on ait encore autant de retard dans la mise en œuvre des textes existants. Et évidemment, l'actualité nous montre, alors que la COP28 va s'ouvrir dans une dizaine de jours maintenant, enfin le 30 novembre, on se rend compte du gouffre, en tous les cas du fossé qu'il nous reste à parcourir entre là où nous en sommes aujourd'hui et les objectifs que le législateur a assignés. Il y a une expression globale qui résume ce que je dis là, et j'imagine que Kolga en parlera également. Cette expression globale, c'est la stratégie nationale bas carbone de l'État français. Stratégie nationale bas carbone 2050, qui vise à ce que dans 27 ans, donc dans seulement 27 ans, nous ayons atteint la neutralité carbone en France. C'est-à-dire que nous n'émettions pas plus de gaz à effet de serre que nous n'en absorbons. Dans seulement 27 ans. Et 27 ans sur ce sujet, c'est absolument demain. Et c'est là que je pense qu'on peut partager en tous les cas ce constat de l'écart entre l'intention prescrite
et la réalité dans laquelle nous sommes, où, vous l'avez entendu, lu, je suppose, mais les prévisions de la majorité des climatologues aujourd'hui portent sur plus 2,5 à 3 degrés à la fin du XXIe siècle, là où les accords de Paris prescrivent plus 1,5 degré maximum à la fin du XXIe siècle. Donc c'est-à-dire que dans les hypothèses réalistes, pas pessimistes d'aujourd'hui, et je dis bien réaliste parce que malheureusement, on sait que d'année en année, les prévisions s'aggravent, mais qu'aujourd'hui, là, en tous les cas, si ce que j'ai lu est juste, on est à une prévision de plus 2,9 degrés, avec l'ensemble des crises que cela génère, plus 2,9 degrés à l'échelle de la planète. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et nous, en tant que, encore une fois, citoyens, individuellement, en tant que fonctionnaires, pilotes de politique publique, et puis en tant qu'éducateurs, ici entendu au sens large, parce que nous sommes des transmetteurs, nous donc ici avons une responsabilité tout à fait singulière dans le portage de cette ambition, qui n'est pas une politique publique de plus, on pourrait dire que c'est la politique publique, en tous les cas la matrice qui dirige les autres, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de parler de la préservation du vivant. On voit bien que tout ce dont on parle par ailleurs est forcément secondaire par rapport à l'enjeu de la préservation du vivant. Mais donc, il y a quand même des raisons d'espérer. C'est ce dont on va parler pendant un jour et demi. Les raisons d'espérer, c'est d'abord, je le disais, les initiatives qui sont prises à plein d'endroits par des praticiens de terrain, par des directions locales, par quelques institutions, par des collectivités territoriales, par des municipalités, par des départements, etc., etc., et puis par le législateur français, pour ce qui nous concerne. Sachant que c'est très artificiel, évidemment, de ne parler que de l'intention de législateurs français sur une crise globale, sachant que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, ça n'est pas ici qu'elle a lieu, évidemment. Mais beaucoup d'initiatives locales, qu'il s'agit non pas de dupliquer, mais dont il s'agit de s'inspirer. On y passera du temps pendant ces 2 jours. On perçoit, c'est tout à fait subjectif ce que je partage là avec vous, mais on perçoit une réelle volonté de bien faire, mais un manque d'outillage et de compréhension. C'est à ça que servent ces journées, c'est à ça que peut servir la formation, c'est à ça que servent les cahiers dynamiques dont Bernard a parlé et dont on vous fera encore une présentation demain. Bref, tous ces outils intellectuels et pratiques qui permettent de construire des actions locales à la fois en management et en action éducative. On perçoit des intentions politiques qui s'affinent sous l'autorité donc de ce que je viens de dire du législateur. Pour exemple, ça ne se sait pas, mais le ministère de la Justice et la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse ont désormais terminé leur premier bilan carbone. Et il n'y a pas encore de plan éco-responsable puisque le bilan carbone vient de se terminer. Donc il est en cours d'analyse puisque évidemment un plan éco-responsable est la conséquence d'un bilan carbone, mais il est extrêmement intéressant. La seule info que je peux vous donner à ce stade, qui ne vous surprendra pas forcément beaucoup, mais c'est que dans les facteurs principaux d'émissions de gaz à effet de serre à la PJJ, on trouve bien sûr l'alimentation, puisque nous servons beaucoup de repas à la PJJ, et dans l'alimentation, on parlera très particulièrement des repas carnés, le poids de la viande à la PJJ, pour le dire très trivialement, mais on trouvera également le poids des déplacements. Les déplacements professionnels pèsent entre 1/3 et la moitié des émissions de gaz à effet de serre à la PJJ. Ça, ce sont des informations qui déjà sont extrêmement concrètes et qui nous impactent, parce que vous comprenez que la directrice de la PJJ, ayant connaissance de cela, va nous demander aux uns et aux autres de commencer à travailler sur un plan éco-responsable qui va peut-être d'abord s'attaquer aux déplacements et aux repas carnés. C'est logique, puisqu'elle va commencer à regarder les leviers concrets dont nous pouvons disposer. Là, je pense qu'on rentre dans un degré de concrétude. Je pense aux éducateurs de cette salle qui vont retourner en stage 2 en hébergement à partir de début décembre, qui vont se dire, mais alors quand on construit le menu de l'UEHC, est-ce qu'on a un impact concret sur ce qu'on est en train de se raconter là? Vous le savez intuitivement, mais on le sait maintenant statistiquement. On y retravaillera naturellement. Mais ça vaut pour l'école aussi, hein. Bien sûr, ce qu'on se dit là, c'est pas que les UHC, les CEF, les CER, hein, c'est les milieux ouverts, c'est la vie à l'école, c'est la vie dans les DT, c'est partout, hein, évidemment. Ce qu'on se dit là, c'est partout. Bref. Et puis,
je partage pour terminer avec vous cette principale raison d'espérer de mon point de vue, qui se subdivise peut-être en deux sous-raisons. La première, c'est que comme il s'agit de préserver le vivant, il s'agit de nous préserver nous-mêmes et que, au fond des fins, nous sommes d'abord des mammifères sociaux et que notre première vocation est de défendre notre propre existence. Je ne vous apprends rien. Ici, évidemment, nous sommes dans un cadre professionnel civilisé, cultivé, culturel et avec des déterminants sociaux qui permettent de tenir ensemble. Mais au fond, nous sommes évidemment des mammifères qui luttons tous pour notre propre préservation et il s'agit bien de cela lorsqu'il s'agit de préserver le vivant. Ça, c'est la première chose, la première sous-raison. La deuxième sous-raison, c'est que, j'allais dire plus sérieusement, mais ce que je viens de vous dire, de mon point de vue, est un peu sérieux quand même. La deuxième sous-raison, c'est que il y a dans l'histoire de l'humanité peu de crises majeures, globales comme celle que nous connaissons, sur laquelle chaque individu peut autant peser. Pourtant, Dieu sait que l'humanité a connu des crises majeures et globales, mais les individus pouvaient se sentir extrêmement démunis dans la résolution de ces crises. Et encore aujourd'hui, à l'échelle de la planète, nous vivons des crises majeures et globales sur lesquelles nous n'avons pas d'impact. Sur celles-ci, chacune peut avoir un impact direct. Et ça, c'est une sacrée raison d'espérer. Parce que ça nous responsabilise évidemment, individuellement et collectivement, et ça nous oblige à nous poser des questions ensemble, solidairement, pour résoudre au global cette crise qui s'impose à nous. Alors avec les équipes pédagogiques et techniques de cette école, nous avons voulu des rencontres qui fixent les enjeux globaux. C'est ce que va faire avec nous Olga, que je remercie très chaleureusement de sa présence et du temps qu'elle va passer avec nous. Fixer des enjeux globaux, comprendre le système, le sujet dans sa globalité, mais aussi donc aborder nos responsabilités locales par l'exemple, par l'illustration, par le travail de nos collègues des territoires et peut-être que parmi vous, professionnels de terrain qui êtes ici, stagiaires de la formation statutaire, il y a des exemples, des initiatives qui vont pouvoir être diffusées, popularisées et c'est cela évidemment qu'on attend aussi de ces rencontres. Et puis nous vous dirons aussi demain, avec Fabien Beria, secrétaire général de l'école et qui est pilote du plan éco-responsable de l'école, nous vous dirons aussi ce que modestement, mais réellement, avec engagement, l'école essaye de porter au-delà de ces rencontres. Son propre bilan carbone, finalisé en 2022, son plan éco-responsable en 6 axes, qui a été acté cette année, qui a été validé par les organisations professionnelles il y a 2 mois et qui est donc désormais en route. Fabien pourra en parler demain. Et donc, je veux, pour terminer, définitivement remercier Basma Amami, directrice du PTF Grand Nord, mais bien d'autres choses, et qui est, alors surtout cette semaine, qui est un peu sur tous les fronts, puisque Basma, vous l'avez vu aussi beaucoup sur les sujets de justice restaurative depuis hier, mais qui est en l'occurrence le chef de projet de ces journées. Et à travers toi, Basma, je remercie tous nos collègues que Bernard a cités, ceux qui sont à la table ici, ceux qui sont dans la salle, ceux qui ne sont pas là, mais qui ont fait en sorte que ces journées existent, qu'elles puissent se tenir avec des délais parfois contraints. Merci beaucoup vraiment de cet engagement, de cette matérialisation d'un engagement que nous avions pris. C'est à vous qu'on le doit. Et puis, je peux vous dire que, en tous les cas, puisque cette école est aujourd'hui la seule école du service public à disposer d'un plan éco-responsable aussi abouti, et ça on le doit à ceux qui ont travaillé sur ce bilan carbone et à ceux qui ont travaillé sur ce plan éco-responsable, je veux vous dire évidemment que, comme directeur d'école, ils font pleinement et entièrement ma fierté. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite de très belles journées. Donc merci beaucoup Frédéric. Donc Olga Meurice, vous êtes un peu une habituée des locaux de l'ONPJJ puisque vous participez au jury des directeurs de l'ONPJJ. Vous êtes docteur en psychologie, directrice territoriale pour le Nord-Pas-de-Calais de APF France Handicap et c'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui, ambassadrice du Centre Ressources du Développement Durable. Alors Frédéric parlait de fossés. Pour réunir les deux rives d'un fossé, il faut des ponts. Un pont, ça se construit. Donc vous êtes un peu là pour nous donner le mode dans le poids de la construction de ce pont entre les deux rives. Si ça vous va, vous avez 30 minutes pour construire ce pont avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous m'entendez ? Ah, fallait appuyer. Bon, merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai, je suis un peu la régionale de l'étape.
d'autant plus que je suis ici au titre du CERD. On va un petit peu expliquer ce que c'est. Donc, quand on m'a invité aujourd'hui, j'avais pas trop d'idées de titre. Et puis, celui-ci finalement me convient bien, mais avec l'ajout que j'y ai fait. C'était assez sobre et en fait maintenant on peut le traduire de cette façon et merci Frédéric d'avoir travaillé sur les ponts parce que que se passe-t-il, que faut-il faire et on commence par quoi? Et c'est souvent ça qui est impactant quand on travaille sur la question du développement durable et de nos impacts, c'est ouais d'accord mais je commence par quoi? On va essayer un peu de travailler là-dessus cet après-midi et puis de faire un état des lieux. Alors, tout d'abord, le Centre de ressources du développement durable, donc le CERD, est basé à Los Angeles. Pour ceux qui sont de la région, c'est un endroit assez mythique, puisque c'est là-bas qu'il y a un petit concentré de travail et d'entreprises qui sont vraiment regroupées autour du développement durable. C'est un GIP qui a commencé en 2009. Ils étaient à peu près une dizaine à l'époque, dans l'idée de se dire on est 10, on va tous les encercler. Et puis maintenant, on est de plus en plus nombreux à encercler puisque nous sommes 116 ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est pas un professionnel du développement durable. C'est quelqu'un qui a une sensibilité et une bonne volonté. En fait, nous avons des journées qui sont données par notre employeur pour qu'on puisse justement aller à la rencontre des personnes. Et le CERD, c'est quoi? Eh bien, c'est un observatoire, c'est l'animation de réseau et au sein même du CERD, il y a des chargés de mission et des professionnels de l'eau, du climat, des GES, etc., qui nous alimentent et puis aussi qui nous traduisent. Parce qu'il y a énormément d'informations qui arrivent. Et en plus, lire un rapport du GIEC, ça demande énormément de compétences que nous n'avons pas forcément. Les ambassadeurs du développement durable, donc nous sommes, je vous le disais, 116 de toute la région. Et comme nous sommes de la région, nous intervenons à tous les niveaux. Dès qu'on nous appelle, le week-end, le soir, auprès de décideurs publics, auprès des des universités. Dès qu'on a besoin de nous, on y va. Et sur des thématiques qui sont très, très, très différentes. De la gestion du déchet, à l'eau, au climat, au développement durable. Vraiment, toutes les thématiques. Donc, comme on m'a présenté, je passe. Un petit déroulé. On va faire un tout petit test. Oui, allez-y, sur le CNED. Heureusement qu'il y a quelqu'un pour m'aider parce que alors là, moi, ça. Juste un petit test comme ça. Vous levez la main pour question A ou question B. D'après vous. Donc. L'effet de serre, c'est un phénomène causé par des activités humaines ou naturelles? Causé par les activités humaines, levez le bras. Humaine? Ah non, les deux, non. Ah non, faut choisir. Ah non, c'est trop simple. Hein. Le nini, non. Alors, activité humaine ou naturelle? Naturelle? Ok. Appuyez. C'est un phénomène naturel. Il n'y a rien de plus naturel que l'effet de serre. C'est d'ailleurs ce qui nous protège, notre atmosphère. Le problématique, c'est un peu comme tout, c'est quand on en fait trop. Et là, il y en a trop. Et donc, c'est l'effet inverse, là maintenant, qui commence. Ce qui nous a protégés commence à nous nuire. Après. Alors, maintenant, pour limiter l'empreinte carbone d'une vidéo en streaming, il vaut mieux la regarder en basse définition avant tout, sur une télévision, sur un smartphone. Alors, en basse définition avant tout. Ok, pas beaucoup. Sur une télévision. Ok. Et puis sur un smartphone. Il y en a deux qui osent se dénoncer en sachant qu'ils le font tout le temps. Alors, appuyez sur en basse définition avant tout, c'est celui qui a été effectivement, hein, il vaut mieux télécharger et regarder après parce que on l'oublie souvent parce qu'on se dit je prends pas la voiture, je vais faire une visio. C'est très coûteux la visio, c'est énorme.
Après, quel secteur émet le plus de gaz à effet de serre en France? L'industrie, le transport, l'agriculture ou le bâtiment? Alors, l'industrie. Ok. Le plus, hein. On a bien dit le plus. On n'a pas dit qui émet. On a dit le plus. Ok. Le transport. L'agriculture. Le bâtiment. Bon. J'hésite entre transport et agriculture. L'agriculture a plus de... Ah, on voit ceux qui aiment pas les vaches. Allez, l'agriculture. Le transport. Et Frédéric Faure, vous avez un peu induit déjà. Après, quelle activité quotidienne consomme autant de CO2 que 1000 km en voiture? Regarder une vidéo en streaming tous les soirs, manger 30 repas avec du bœuf, chauffer sa maison pendant tout l'hiver, acheter un nouveau smartphone. Alors, regarder une vidéo en streaming. Ouais. Donc c'est consomme autant que 1000 km en voiture, hein. D'accord. Manger 30 repas avec du bœuf. Chauffer sa maison pendant tout l'hiver. Acheter un nouveau smartphone. Ouais, c'est plutôt manger 30 repas avec du bœuf. Alors? Bravo. Pour le futur plan éco-responsable, vous êtes au top. Alors, parmi ces sources d'énergie, laquelle est la plus utilisée dans le monde pour produire de l'électricité? Le nucléaire, le gaz, le charbon ou le pétrole? Alors, le nucléaire. Dans le monde, hein, pas en France, hein, dans le monde. Le gaz, le charbon, le pétrole. Résultat, le charbon. Et oui, oh, vous n'avez plus rien à apprendre. 4 sur 5, c'est un super score. Moi, je l'ai fait avant de venir, j'avais 3. Donc, vous voyez, il y a de plus en plus de modules qui peuvent être aussi implémentés, hein, pour vous former. Ça, c'est un module du CNED et qui peut après avoir, vous pouvez avoir un tampon comme quoi vous pouvez avoir validé des UV. Alors, après ce petit quiz, ouais. Voilà. Le développement durable. Donc, moi, je vous l'ai dit, je suis ambassadrice du développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? Eh bien, en fait, c'est l'idée vraiment que c'est quelque chose qui est systémique. Et en fait, quand on parle du dérèglement du climat et du développement durable, c'est ça qui est très important. C'est pas parce que je vais agir à un seul endroit que tout va aller bien. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement, il y a une causalité entre tout cela. Et le développement durable, c'est vraiment ce qui est au milieu. C'est-à-dire, il n'est pas possible d'opposer l'économique, le social et l'environnemental. Il faut travailler sur ce qui va être équitable, sur ce qui va être vivable et ce qui est viable. Et c'est la conjonction de ces trois-là qui va donner un développement durable. Alors, développement, parfois, ça pose un petit peu problème parce qu'on dit, mais faut-il vraiment se développer? Et l'idée, c'est de se développer de façon responsable et de ne pas puiser de façon égoïste, mais bien de voir aussi qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reste, quel est mon impact et qu'est-ce que je laisse à l'autre et comment je travaille avec l'autre. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est systémique et qui dépend l'un de l'autre. L'accord de Paris, Frédéric Faure en a un petit peu parlé. Je vais pas trop m'étendre en fait parce que c'est vraiment pour vous habituer à ces thématiques et le support vous sera donné après, hein, parce que il y a des fois je prévois parfois un peu grand et puis après on ajuste en fonction, donc vous aurez le support. Je voulais juste remonter sur l'accord de Paris, donc 2015, c'est 2 tonnes par an et par habitant. Si vous voulez faire votre petit bilan carbone professionnel, enfin personnel d'ailleurs, pas professionnel, personnel, vous pouvez aller sur un site. Je vous donnerai tout à l'heure son adresse. Non, c'est nosgestesclimat.fr, nosgestes au pluriel, climat.fr, et vous pouvez déjà estimer, parce que 2 tonnes
par an et par personne. Ça veut dire quoi? Moi, combien j'ai de tonnes? Un Français, en moyenne, c'est 9,5 tonnes. Et donc, très bientôt, il va falloir arriver à 2 tonnes. Et là, c'est la panique. Mais pourquoi 2 tonnes? Comment et quels sont mes leviers d'action? 2 tonnes, c'est minuscule. Moi qui suis très impliquée, j'arrive péniblement à faire 4 tonnes 8. Et notamment pourquoi? Parce que dans ces 2 tonnes, il y a aussi ce que vous consommez de façon indirecte qui compte dans vos tonnes. Par exemple, si vous êtes fou des gadgets made in China, eh bien, une partie de ce commerce vers la Chine fait partie de votre bilan carbone personnel. Ce qui est dans d'autres pays, on se dit ah oui, mais moi je commencerai quand les autres pays commenceront eux-mêmes. Mais les autres pays, c'est nous parce que nous sommes les plus riches, en tout cas parmi les plus riches, et donc nous avons une importance dans ce bilan carbone des pays les plus pauvres. La loi énergie-climat du 8 novembre 2019, neutralité carbone à l'horizon 2050, Frédéric, tu l'as dit, la neutralité carbone, c'est de ne pas émettre plus que l'on est à même d'absorber. Et donc, il faut faire ce levier entre qu'est-ce que j'émets et qu'est-ce que je peut absorber. Et dans l'absorption, il y a toute une série de mesures qui ont été prises justement par le législateur et qu'il conviendrait désormais d'appliquer. Mais on va le voir quand on pense par exemple à arrêter de dévégétaliser les sols. Il y a ce qui se passe et puis il y a la loi, il y a ce qu'il faudrait faire et puis il y a ce qui se passe. Et souvent, ce qui doit se passer, c'est oui, mais pas chez moi parce que j'ai un intérêt économique. Oui, mais pas chez moi parce que j'ai des emplois. Oui, mais ailleurs qu'il aille faire ses toits végétalisés, etc. Donc là, ce que je disais au tout début, le développement durable, c'est bien la conjonction de tout cela où il faut prendre en compte à la fois l'économique, le social et l'environnement. Et c'est ça qui est compliqué à faire parce qu'on a toujours une bonne raison de décaler ce qui peut nous apporter une contrainte. Donc actuellement, nous avons plus 1,2 degré en France et on voit déjà les conséquences. L'évolution probable, 2,9, 3 degrés si on continue sur cette même lancée. Donc là, il y a vraiment une urgence. Je pense que ça va pas être un après-midi forcément très gai parce que il va falloir qu'on dise vraiment les choses et qu'on mette sur la table toutes les difficultés que nous rencontrons, toutes les difficultés qui se préparent et ne pas les nier. Une fois qu'on a arrêté de nier, on peut avancer. Alors, depuis 2015 et les accords de Paris, nous avons eu en 2021 la loi climat et résilience et en 2023 un plan qui s'appelle France Nation Verte avec des articles, avec des mesures clés dont vous entendez déjà parler et que vous allez de plus en plus entendre et qui vont vous concerner personnellement, professionnellement. Donc dans France Nation Verte, il y a mieux se déplacer puisque c'est un poste d'émissions à effet de serre très fort, mieux se loger parce que les passoires thermiques ont une incidence très forte si vous vous mettez le chauffage à fond pour grelotter parce que c'est mal isolé. C'est tout ça aussi et donc il y a un élément de contrainte très fort. Bientôt, il ne sera plus possible de louer un logement qui n'est pas bien isolé. Donc avant, les DPE pouvaient être un petit peu pris à la légère. Maintenant, c'est fini. Enfin, il y a tout un tas de mesures de cette nature. Mieux préserver et valoriser nos écosystèmes à partir du 1er janvier 2024, donc demain. Toutes les collectivités devront avoir soit un composteur pour les habitants mis à disposition, soit chez eux, etc. Et donc tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe. Mieux produire de façon plus intelligente, mieux se nourrir, ça va aussi vous concerner. Comment je fais évoluer
ma façon de me nourrir, et ça a une très forte dimension culturelle aussi, et mieux consommer. Donc, l'éducation au développement durable va être prononcée, accentuée dès le primaire, et on voit que les enfants sont très 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 sensibles à ça. Maintenant, il faut aussi leur laisser l'opportunité en tant que parents, en tant qu'éducateurs, de se former au développement durable. Vous voyez donc les 6 thématiques avec les chantiers, c'est pas pratique tout votre truc. Hein. Bon. Ouais, je préfère là, je sais plus où poser. Continue pour celui-là en attendant. Donc par exemple, la fin des publicités pour les énergies fossiles, on va avoir tout ce qui va concerner les éco-scores que vous voyez apparaître de plus en plus dans les alimentations. Il va y avoir l'emballage, et là, la loi sur les emballages est en train d'être traitée au niveau européen. Ne pas avoir autant d'emballage, ça veut dire aussi avoir pour les industries l'emballage représente pour les industries des milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est comment on reconvertit tout cela pour avoir moins d'emballage. Le soutien aux énergies renouvelables, y compris si le nucléaire est considéré comme une énergie renouvelable. La végétalisation, l'installation de panneaux photovoltaïques, des villes moins polluées. Donc ça veut dire que très bientôt, il va y avoir des ZFE partout, ou en tout cas, à partir du moment où on a plus de 150 000 habitants, 150 000 habitants, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Donc, c'est cette circulation, comment on l'accompagne en termes de transport en commun, comment on met des pistes cyclables qui ressemblent vraiment à des pistes cyclables et sur lesquelles on ne risque pas sa vie, etc., etc., etc. Et donc, il va y avoir vraiment tout un train de mesures qui arrive là, et petit à petit, vous allez en entendre parler, ou alors vous n'en entendrez pas parler, puis quand vous voudrez louer un appartement, on va vous dire, ah non, attention, parce qu'il faut telle et telle obligation. Ou bien, quand vous voudrez aller dans une ZFE en voiture, ben, vous dire, bah non, vous restez dehors, vous trouvez un parking, sinon c'est 150 € d'amende. C'est ce genre de choses que petit à petit vont vous impacter et sur lequel il faut que vous ayez une connaissance aussi pour ne pas être étonné, et comprendre, pour ne pas avoir des insurrections, aussi comprendre pourquoi c'est mis en place. C'est pas répressif, c'est incitatif. Et ça, c'est important. La bétonisation des terres, alors là c'est encore compliqué parce que la bétonisation des terres, vous avez dans de nombreuses collectivités territoriales, quand on fait un jardin, c'est un jardin de pierre bien souvent, ou bien on risque d'avoir un peu de la boue, alors on met du béton. Tout ça normalement ça doit être terminé, et on doit par exemple aussi végétaliser les cours d'école, qui petit à petit, on va enlever tout ce béton pour que l'eau puisse rentrer et nourrir les nappes phréatiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais pas très loin de Lille, en allant vers Seclin, vous avez toute une zone qui est végétale, qui ne doit pas être bâtie, parce que c'est grâce à cette zone que nous avons de l'eau potable. Et comme ça devient de plus en plus problématique, puisque le Nord est en difficulté par rapport à l'eau, les eaux bleues, les eaux grises, etc., eh bien, on a des zones petit à petit qui sont en train d'être préemptées pour pouvoir avoir de l'eau. Et le Césaire, actuellement, au niveau régional, est en train de faire une grande étude sur qu'est-ce qu'on va faire pour l'eau, puisque ça devient de plus en plus complexe dans la région. Donc, vous avez des chantiers comme ça. Et puis, voilà, on va commencer à faire un état des lieux. Et il est pas brillant. Et ça s'aggrave. Et ça va même encore plus vite dans l'aggravation que ce que pensaient les scientifiques il y a de cela quelques années. Alors, les évolutions visibles. Est-ce que vous en voyez? Allez-y. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution visible? Même si vous n'êtes pas du Nord-Pas-de-Calais ou de la région de France, vous avez le droit de vous exprimer. La hausse des températures, et pas que en été.
hein, parce que on l'a vu là, on a un automne particulièrement chaud. Après, les tempêtes, les pluies, voilà, tout à fait. Quoi d'autre? Les sécheresses, la biodiversité, effectivement, des espèces en voie de disparition. Des incendies à très grande échelle. Des incendies à très grande échelle, y compris chez nous. J'ai pas entendu. L'absence de pluie, tout à fait. Ben voilà, je pense que alors, il y a aussi des choses. Les forêts. Vous êtes baladé en forêt dernièrement? Non, vous verrez, des forêts sont vraiment en péril, sont en train de mourir. Vous avez des espèces invasives aussi, des espèces qui ne devraient pas être chez nous et qui s'installent parce qu'ils trouvent un climat qui de plus en plus leur ressemble. Et c'est pas normal. Et elles sont en compétition avec les espèces d'ici et les neutralisent souvent. Ces évolutions visibles, je voulais en parler parce que dernièrement, à l'université du MEDEF, université d'été, donc le 30 août dernier, il y avait un débat entre Jean Jouzel, qui est l'ancien président du GIEC et qui est paléoclimatologue, et Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total Energy. Et donc Patrick Pouyanné, on parlait de l'effondrement climatique, de tout ce qui se passe actuellement et depuis quelques années avec l'accélération. Et Patrick Pouyanné a dit quelque chose de très 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 fort et intéressant. Je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Donc c'est pour ça que je voulais un peu parler des évolutions visibles, pour voir la différence entre la vie réelle et la vie des scientifiques, ou en tout cas l'avis de certains économistes. Pendant des années et des années, les scientifiques nous parlaient des problématiques du climat. Alors on nous parlait des ours polaires. Les ours polaires, c'est super loin. On nous parlait du Sahel. Ouais, bon, ça va. Là, c'est vraiment chez nous. Et c'est quasiment tous les jours qu'on a de mauvaises nouvelles. Donc c'est vraiment le moment ou jamais. Je vais pas dire s'il y a des climato-sceptiques dans la salle, sortez, mais quasi. Alors les réalités vécues, on n'a pas mis les toutes dernières, on a trouvé un petit peu des photos de ce qui s'est produit dans la région. Et puis moi en même temps je suis allée juste chercher, voilà, vous voyez la forêt de Rem qui est en train d'être mangée. 40 degrés dans les Hauts-de-France en août 2020, mais maintenant on pourrait dire en août 2021, en août 2022, en août 2023, à mon avis bientôt en août 2024. Le jardin d'eau de Cassel totalement sec, pareil. Et puis dans la Somme, avril 2020, on peut parler maintenant aussi du Pas-de-Calais ce mois-ci. Et donc ce mois-ci, j'ai pris un exemplaire de La Voix du Nord, le 12 novembre 2023, j'ai juste pris les titres. Inondation dans le Pas-de-Calais, situation catastrophique à Blandec, un appel à la solidarité pour héberger les sinistrés. L'article du dessous. Entre Escales et Vissant, la falaise du Blanc-Nez s'est effondrée, le sentier interdit d'accès. Juste en dessous, inondation, un carnage à Arques avec plus d'1 mètre d'eau dans certaines rues. Ensuite, à Saint-Omer, la rue Saint-Martin sous les eaux, l'accès à Clermarais coupé. Enfin, une sexagénaire meurt noyée dans sa voiture à Bailleul. Et ça, c'est la litanie actuelle de ce qu'il y a. Il y a des événements climatiques très très importants et qui affectent vraiment de plus en plus notre quotidien. Alors notre région, quelle vulnérabilité? Il y a quelques années, quand on présentait ça, beaucoup étaient très étonnés. Maintenant, je pense que vous le connaissez tous. Vous voyez les inondations, on en a parlé. Il y a encore des inondations actuellement dans le Pas-de-Calais. Les risques côtiers avec des submersions. Pour les inondations, il faut savoir qu'on a 450 000 habitants sur les territoires des Waterings. Alors les Waterings, si on n'est pas du coin, et même parfois quand on est du coin, on ne sait pas ce que c'est. Les Waterings, ce sont des digues qui ont été élevées sur toute la côte d'Opale pour empêcher
l'eau de montée. Bon, bah ces waterings, en fait, maintenant, elles sont totalement submergées et ne servent plus. Les waterings, c'était du temps où on pensait que il suffisait de construire un mur pour être tranquille. Maintenant, on sait que construire un mur, ça ne marche pas. Construire un mur, ça ne marche pas non plus pour les immigrations économiques. Construire un mur, ça ne marche pas pour le climat, les conséquences. Construire des murs, en fait, ça ne marche jamais. Donc, il faut envisager les choses autrement et d'autres solutions. Plutôt que de construire des murs, des remparts et être chez soi, de se dire comment je vais m'adapter avec les autres. Les risques côtiers, donc 90% des côtes en Hauts-de-France sont en érosion et donc commencent à s'effondrer. Les ressources en eau, ben, on en a parlé, il y en a de moins en moins, notamment à cause de l'artificialisation des sols. Les canicules. Les RGA, alors les RGA, souvent on connaît pas bien, et il faut savoir que les RGA, c'est 78% de nos constructions dans les Hauts-de-France. Le sol est argileux. Les RGA, c'est en fait quand vous avez des périodes de canicule, l'argile se rétracte, et quand vous avez des périodes de pluie, l'argile se contraction-rétraction, je sais plus dans quel sens, bref. Le fait est que vous avez des fissures qui apparaissent sur les maisons, vous avez vos fondations qui sont foutues, et donc il faut abattre la maison. Et ça, c'est 78% de nos maisons qui sont à risque de RGA et qui s'accentuent. Pas très loin d'ici, à Neuville-en-Ferrain, il y a un quartier entier qui est déclaré en sinistré, justement à cause des RGA. Donc vous avez les zones humides qui disparaissent et qui réapparaissent quand il y a des inondations, et donc forcément, on a les pieds dans l'eau. Les forêts qui sont de plus en plus attaquées, et les feux de moisson, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Aisne, par exemple, il y a plus de feux de moisson que dans le Var. C'est souvent pas bien su, mais il y a beaucoup de feux. Je continue dans les réjouissances. La situation en Hauts-de-France, voilà, on a fait une petite carte pour un peu expliquer les risques majeurs. Et on est allé parfois, là, je suis trop petit, je vois pas. On est allé parfois dans d'autres régions parce que là, on a des indicateurs qui sont parfois un petit peu plus précis parce qu'à l'époque, on avait les indicateurs que nous n'avions pas. Donc, par exemple, à Abbeville, on a moins 28 jours de gel. À Boulogne-sur-Mer, moins 24 jours de gel. C'est énorme, 24 jours. Et puis à Dunkerque, eh bien, vous avez une élévation du niveau de l'eau entre 1956 et 2018 de plus 10 cm. Donc c'est normal qu'on ait les pieds dans l'eau de plus en plus et que le trait de côte avance. À Saint-Quentin, plus 36 jours de jours anormalement chauds. À Cambrai, plus 33 jours. À Lille, on a déjà entre 55 et 2017 plus 2 degrés. Puisque plus il y a d'habitants, plus il y a de circulation, plus il y a de bâtiments, et donc forcément plus il y a de chaleur. À Beauvais, plus 2 degrés. Bref, le nord, comme on disait, attention, il fait froid. Non, il fait plus froid. Et par contre, il fait de plus en plus humide pendant l'hiver et le printemps, et de plus en plus sec pendant les autres temps. Ce qui fait que quand il fait sec, la pluie, quand elle tombe, ne peut pas rentrer. Voilà. C'est super. Et chez nous, on a aussi un super observatoire qui est à Bailleul. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Bailleul voir le Conservatoire national de botanique, et qui ont ce rôle d'alerte et d'observation, et qui donc ont repéré que on avait de sérieux problèmes de biodiversité avec des disparitions d'espèces, avec des raréfactions, des chutes, tout un écosystème en fait qui a beaucoup de mal à se régénérer, et en même temps l'arrivée d'espèces qui n'étaient pas du tout attendues, notamment celles qui vont ravager les arbres, qui s'appellent des scolites. Les scolites ont commencé par le Grand Est, et maintenant tout le Nord
en allant vers la Normandie et descend vers la région vers Lyon. Les scolytes, en fait, c'est ce qui attaque vos épicéas et qui fait que toutes les forêts sont noires, grises et qu'elles meurent, puisque après il y a des champignons qui s'installent, etc. Donc parfois la biodiversité, c'est pas que l'ours polaire, surtout qu'il est loin, c'est aussi ces tout petits insectes qui font la richesse de la biodiversité et qui soit sont massivement implantées et donc sont nocives, soit sont inexistantes et donc ne permettent pas de nourrir les espèces qui s'alimentent avec ces insectes. Donc on en a parlé, hein, les impacts directs ou de premier degré, les températures, le niveau de la mer, la précipitation. Et ensuite vous avez les impacts indirects, ceux qui arrivent après. Si vous avez énormément de pollution, forcément vous avez des difficultés avec votre santé. Les zones côtières. Greenpeace a fait un super site, maintenant ils l'ont arrêté, mais pendant quelques temps c'était impressionnant de le voir, qui s'appelait Horizon, qui était l'immobilier prédictif, où en fait ils vous disaient achetez maintenant ce qui sera plus tard en bord de mer. Et donc on voyait les avancées avec des simulations très pointues, justement des simulateurs, des calculateurs qui avaient vu à peu près le trait de côte en disant bon bah Saint-Omer c'est pas la peine d'acheter, vous serez sous l'eau. Par contre là justement vers Bailleul, ça pourrait être un bon investissement. Donc c'était un pied de nez. Ils ont fait pareil en Camargue. Ça fait peur. Et donc c'est vraiment aussi pour inciter à dire non mais bougez-vous parce que regardez l'effet que ça fait. En tout cas, voilà, vous pouvez toujours aller voir ces sites d'immobilier prédictif si vous voulez faire un bon investissement pour vos enfants. Réappuyer parce que là, non, 2 fois parce qu'il se met encore. Voilà. Vous avez entendu parler des limites planétaires. Donc vous avez de ce côté-ci celles qui étaient en 2009. Et de l'autre côté, celles qui sont en 2022 et qui ont été recalculées. Quand vous entendez peut-être à la radio, on dit on a dépassé la première limite, deuxième limite, troisième limite. Là, je crois qu'on en a la 8e limite. Il y a une limite qu'on a réussi à enrayer. Il y a une limite sur laquelle on est mieux entre 2009 et 2022, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Ça veut donc dire que très concrètement, quand on fait ce qu'il faut, quand on a l'appui du législateur, quand on a l'appui des citoyens et que tout le monde comprend, on peut arriver à faire quelque chose. Il n'y a pas de fatalité. Par contre, faut pas se dire toi d'abord et puis moi après, ou bien j'attends de voir, ou bien oui mais bon là ça interfère avec mon confort personnel donc peut-être que je ne le ferai pas. Donc vous voyez toutes ces limites. En rouge, on avait celles qui étaient critiques et puis la biodiversité, le cycle neutrogène qui était dépassé. Et maintenant, vous voyez en orange tout ce qui est dépassé. Et tout ce qui est dans le cercle vert, c'est ce que la Terre peut absorber. Donc, ça va vite. Et c'est en fait, ça va même de plus en plus vite. Ça ne s'ajoute pas, c'est exponentiel. Donc alors je dis un peu les limites, on a le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la modification des usages des sols, qui passe donc avec le tout béton, avec nos constructions, la pollution chimique, avec les intrants dans l'agriculture notamment, les perturbations des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, qui a un rôle très important sur les sols et surtout sur l'acidité de la mer. L'acidification des océans, on y vient, les aérosols atmosphériques, la diminution de la couche d'ozone et l'utilisation de l'eau douce. Donc toutes ces limites petit à petit sont dépassées et les unes entraînent les autres puisqu'elles sont toutes connectées. C'est pas gai non plus, hein.
C'est ça, c'est les roses qui ont des épines, encore. Donc, il faut savoir qu'il y a 6 Français et Françaises sur 10 qui vivent déjà sur la menace du changement climatique, et on l'a vu, hein, pour nous aussi, on était directement impactés. Ça a aussi une conséquence sur les emplois, puisque quand vous avez des inondations, que vous avez tout votre matériel qui part, ou votre champ qui est totalement pris par l'eau de la mer, l'eau de la mer, ça salinise le sol, et après le sol ne peut plus être exploité. Ça a ce genre de conséquences. 2 communes sur 3 qui sont concernées par au moins un risque naturel, mais, et ça c'est quand même le message optimiste, il y en a pas beaucoup mais il y en a, c'est que 1 euro investi dans la prévention des risques permet d'économiser 7 euros après la crise. D'où l'importance d'anticiper et de ne pas faire « Oh je verrai bien, je verrai comment je m'adapte » ou avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui va trouver le super moyen pour pouvoir enlever tout ça. Toujours cet aspect très Auguste Comte, la science va nous sauver. Non, il vaut mieux anticiper, ne pas trop nous faire confiance et essayons plutôt d'avancer, de trouver des solutions ensemble. Et par rapport à la menace du changement climatique, une petite donnée. En France, pour 2022, ils ont prévu que les primes d'assurance habitation vont s'envoler à peu près de 120% d'ici 2050. Pour l'année 2022, plus d'1 million de sinistres, soit 4,3 milliards d'euros, selon France Assureurs. Donc vous pensez bien que les assureurs qui doivent assurer pour tous les risques climatiques, qui doivent assurer pour ci, assurer pour ça, vont faire vraiment augmenter nos taux de cotisation, de telle façon que certains ne pourront plus être indemnisés. Et ce matin, j'entendais sur France Inter que des communes ont vu passer leur assurance de 12 000 euros à l'année à 1 million d'euros à l'année, leur cotisation assurance. D'autres ont vu carrément leur contrat dénoncé par l'assureur, vu des risques dus au climat. Mais dans la demi-heure, voilà, on a eu un risque climatique, on ne vous assure plus, vous n'êtes plus solvable pour nous, vous êtes trop dangereux. Et donc ça aussi, ça a un impact. Ça a un impact en tant que citoyen, on ne pourrait ne plus être. Ok. Et donc, dans l'avenir, on a fait une hypothèse à 1,2 degré, hiver plus doux, été plus chaud, et là vous voyez aussi, si on ne fait rien, de 3,2 à 4,2, ça a des conséquences importantes. Les nuits tropicales, les précipitations qui vont s'intensifier, et vous voyez en bas la saisonnalité entre été et hiver. D'un côté, on a soif, et après on reçoit trop, et on ne peut pas absorber. Je passe vite parce que je suis en retard. Et ça, je voulais quand même vous le montrer parce que vous vous rappelez tous, vous étiez nés là cette fois-ci, je pense pas comme en 92. En 2003, il y a eu une grosse canicule. C'était la première, on n'a rien compris. La canicule de 2003, là vous la voyez, période de 1947 à 2014, et vous voyez tout en haut, il y a 2003, qui a eu une intensité. L'intensité, c'est la grandeur du rond, enfin la circonférence du rond, et qui a été vraiment exceptionnelle. Et pour la période de 2021 à 2050, eh bien, ce qui est prévu, c'est que la canicule de 2003, petit à petit, elle va être rejointe par des canicules qui auront la même intensité, la même durée, parce qu'une canicule, c'est pas simplement j'ai chaud une journée. Non, c'est quand ça dure, parce que l'organisme n'arrive pas à se rafraîchir et donc a des difficultés et ça peut entraîner des décès. Donc c'est la durée de la canicule. Et donc vous voyez la période 2071-2100, si on ne fait rien, donc sans politique climatique, si on est à +3 et au-delà, 2003 sera un joyeux souvenir, puisque nous aurons des canicules extrêmement importantes qui vont durer très longtemps. Et je rappelle que actuellement, le Brésil vit une canicule dévastatrice avec des températures ressenties de +60 degrés. +60 degrés, imaginez, vous, quand vous avez un peu de fièvre, vous montez à 38, vous vous sentez pas tout à fait à l'aise.
Imaginez-vous à 60. Je pense qu'il y en a certains qui grillent. Et ça, il faut vraiment pas qu'on le néglige. Alors, les causes. On va passer vite parce que finalement, les causes de nos gaz à effet de serre, on les connaît bien. On les connaît bien et pourtant, on a du mal à aller contre. Les transports, tout ce qui est la consommation d'énergie, le numérique, ce que je vous disais, le numérique est extrêmement coûteux. L'industrie de la mode qui produit des déchets, les gaz rares pour faire nos super smartphones, etc., etc. Donc, tout ça, on sait que ce sont les causes de ces difficultés et donc c'est là-dessus vraiment qu'il faut travailler et c'est là-dessus où vous retrouvez le plan énergie de la France qui rentre justement sur comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour faire baisser nos impacts. Donc la France, le transport, c'est 30,8% des gaz à effet de serre, suivi de l'agriculture. Alors on met les vaches parce que souvent on pense au méthane. Les bâtiments, dans les bâtiments, c'est la construction des bâtiments et l'isolation. Et les industries, finalement, les industries, pas tant que ça, parce que les industries, elles ont des plans assez drastiques de contrôle de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on arrive à juguler petit à petit. Par contre, les transports, c'est tout le monde. C'est le transport routier, c'est vous, c'est nous, c'est un déplacement pour aller voir une famille, c'est tout ça. Et donc, il faut trouver des moyens. Et bien souvent, on a du mal parce que quand on est dans une zone où il n'y a pas de transport en commun, c'est compliqué. Quand on est dans une zone où il y a un bus qui passe une fois à l'aller le matin et une fois le retour le soir, comment on fait ? Comment on redimensionne en fait nos interventions. Moi, j'interviens sur deux départements, Nord et Pas-de-Calais. C'est très long. Ça me demande de prendre parfois le train. Ça me demande d'essayer de trouver des solutions, de faire quasiment une résolution de problème pour arriver à me déplacer en ayant le moins d'impact possible. Et c'est bientôt ça qu'il va falloir s'astreindre à faire. Et c'est pas simple. Et donc, ça demande un redimensionnement de nos actions, un redimensionnement de nos perspectives. Et c'est très, très compliqué parce que parfois, le donneur d'ordre, lui, est plutôt dans une vision, on va essayer d'aller au moins coûteux, mais le moins coûteux financièrement. Par contre, son impact climatique n'est pas encore mesuré. Et ça, avec les bilans carbone, c'est ce qu'on doit faire. Et pour se rendre compte que peut-être que en termes de financement direct, c'est coûteux, mais on arrive à équilibrer avec d'autres mesures. Donc les émissions de gaz à effet de serre en Hauts-de-France, on est super bon et on a moins 40%, on y arrive. Mais en fait, les moins 40%, si vous regardez bien, c'est surtout dû à 2020. 2020, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Pendant 3 mois, on n'est pas sorti. Après, fallait avoir une autorisation pour sortir. Ça a été un peu particulier. Ça a fait baisser de 48% nos gaz à effet de serre en 3 mois. Et pourtant, on n'est pas dans ce qu'on doit faire. Donc ça paraît monstrueux comme gap à réaliser pour arriver à être neutre en termes de gaz à effet de serre. Mais on y va et on devrait faire moins 12 millions de tonnes équivalent CO2 et actuellement on est à moins 10. Donc il y a encore des plans qui sont faits, des projets qui sont faits et où chacun doit mettre sa part, que ce soit les collectivités, l'État, les structures privées, les personnes aussi. Et donc, on l'a dit, en Hauts-de-France, on est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, surtout par l'énergie. Par contre, dans les transports, c'est un gros problème, surtout qu'on a petit à petit eu tendance à enlever les trains, à enlever les solutions de cette nature, et petit à petit, on va devoir y revenir parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Vous avez un maillage ferroviaire qui est de plus en plus étroit, de plus en plus éthique, même je devrais faire, alors que éthique dans le sens étroit, pas.
Et alors qu'au contraire, ce serait l'effort inverse qu'il faudrait faire. Mais ça demande un investissement énorme, de recommencer à travailler sur les rails qui sont toujours existants, d'avoir des opérateurs, etc. Et donc c'est un investissement très important. Mais je pense que si on veut faire baisser les transports, il n'y a pas énormément de solutions. Alors on est foutu, pas tous. On a quand même des possibilités. Allez-y. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'il faut passer d'une économie qui est linéaire, tout est juxtaposé, à une économie circulaire. Et autant, quand on parlait d'économie circulaire il y a une dizaine d'années, tout le monde nous regardait avec des grands yeux, un peu bovins, en disant de quoi parle-t-on ? On parle de réemploi. On parle de se casser la tête pour trouver des solutions. Et ça, de plus en plus, vous avez tous les citoyens qui s'y mettent. Et où chacun, à sa façon, participe à des solutions. Covoiture, demande d'avoir des solutions, répare. Et vous avez aussi des incitations financières à le faire de plus en plus. Parce que souvent, quand on s'attaque au portefeuille, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et là où je voulais un petit peu revenir, c'est que il faut travailler sur l'écologique, le numérique, l'économique, l'ESS, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui représente que 10% dans les Hauts-de-France, l'agricole et le démocratique. Pourquoi ? Parce que si on a des difficultés de partage des richesses, si on a des difficultés en termes de pauvreté, c'est un fondement démocratique qui s'écroule aussi. C'est une conception qui s'écroule. Il faut qu'on puisse avoir des choix. Il faut qu'on puisse avoir d'autres modèles, d'autres façons d'être. Ne pas s'approprier, ne pas dire c'est pour moi parce que j'en ai besoin et puis les autres on s'en moque. Mais bien de se dire comment je passe d'une vision prédatrice, je m'approprie ce qui existe parce que j'en ai besoin, je vais trouver d'autres solutions, je partage et j'essaie de travailler en intelligence collective et donc un effet démocratique. On le voit bien souvent dans des régimes, par exemple, non démocratiques où des dirigeants, et je pense à celui qui vient d'être élu, par exemple, en Argentine, c'est immédiatement un climato-sceptique. C'est immédiatement, on arrête de faire tout ça, on dévaste les forêts. Et donc c'est là-dessus aussi que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant qu'éducateurs, etc., on peut avoir une influence. Alors comment on réussit les transitions ? Souvent on en parle, faut oser la sobriété. La sobriété, c'est pas douloureux, ça fait pas mal. La sobriété, c'est pas être un amiche. La sobriété, c'est l'inverse de l'ébriété. Et vous voyez bien, si vous avez un peu trop bu, vous êtes en état d'ébriété. Avons-nous besoin d'être toujours en état d'ébriété ? Non. Et pourtant, c'est ce qu'on fait généralement. On ouvre une penderie, on ouvre une armoire et on se dit « Ouf, peut-être que je vais essayer la sobriété. » A-t-on besoin d'eux ? Doit-on faire ça ? Et souvent, l'aspect qu'on a eu, c'est parce qu'on est aussi des cibles marketing. On a besoin, il y a le côté un peu doudou de la consommation. On a allez, viens, je t'achète quelque chose, ça va aller mieux. Il y a le côté doudou, il y a le côté on va apaiser, on va avoir une certaine paix sociale en achetant, en consommant, ou bien j'avais le choix, je m'achetais une paire de chaussures ou je mangeais du chocolat. C'est cet aspect-là des choses, ça semble trivial, mais c'est cet aspect-là des choses qu'il faut faire évoluer. Nous n'avons pas besoin de doudou, ou alors on peut en trouver un autre qui a moins d'impact sur le climat, qui a moins d'impact sur la façon dont nous vivons ensemble. Et donc, diminuer les risques en adaptant les territoires, on en parlait sur le ferroviaire, absorber les émissions résiduelles, donc en augmentant les puits de carbone, et les puits de carbone, c'est par exemple la végétalisation, ne pas tout bétonner, mettre des toits végétalisés et atténuer nos émissions. Après, bon, je vais passer parce que voilà.
juste, je voulais vous montrer ce donut. Le donut, c'est ça, c'est vraiment cette économie circulaire où on fait le rapport entre ce qui est soutenable socialement et ce qui est soutenable par la planète. Donc, on a un plancher social et un plancher environnemental. Et c'est à nous de trouver les solutions pour être au milieu, entre les deux, entre ces deux planchers. Enfin, plancher et plafond. Au-delà du plafond, ce n'est pas, c'est là où nous sommes en ce moment. Ça ne peut pas continuer comme ça. En dessous du plancher, on ne peut pas être à l'aise non plus. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre et c'est ça qui est un véritable exercice, mais qui va nous permettre d'avoir un espace sûr. Et souvent, on dit, oui, mais moi, je suis tout seul, l'entreprise, la Chine, machin, les plus riches. Oui, mais soit on a déjà un impact important. L'engagement personnel, c'est moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre. De faire attention à ce qu'on fait, de se poser des questions, de partager avec autrui, de réemployer, etc., etc., et de manger moins de viande. Donc, engagement individuel, engagement collectif, s'inspirer aussi, et engagement sectoriel avec tout ce que l'on peut avoir concernant les politiques publiques et donc la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et dans responsabilité sociale et environnementale, il y a bien la responsabilité. C'est à nous de s'en saisir. Et pour cela, vous avez les objectifs de développement durable, les fameux ODD 2030. On peut pas tout faire, hein. On fait chacun à sa façon, chacun avec sa sensibilité. Personnellement, moi, je préfère m'attaquer à ça, essayer d'avancer là-dessus. Professionnellement, je travaille plutôt là-dessus. Et là, c'est là où, dans ces ODD, qu'on voit que nous sommes tous impactés, puisque ces objectifs de développement durable, ça va de la pauvreté à la vie terrestre, la vie aquatique, travailler ensemble, l'égalité homme-femme. Et c'est dans ce contexte que l'on doit s'inscrire, et c'est ça le développement durable, ce qui est soutenable. Alors maintenant, maintenant, on a des émotions. On a beaucoup d'émotions. Je pense que cet après-midi, souvent on est content de me voir, mais quand je parle, on est moins content parce que c'est pas gai. Parce que c'est pas quelque chose de forcément optimiste. Mais d'un autre côté, on peut pas dire Yukaïda, tout va bien, parce que ce n'est pas vrai, c'est en train de s'écrouler, et c'est justement à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut qu'on réagisse. Il y a de cela 15 ans, on était des doudingues. Maintenant, on nous écoute. La preuve, nous sommes là aussi pour ça. Et donc, pour faire le lien avec Madame Vidaillé, qui va intervenir par la suite, donc la question des émotions dans le développement durable, elle est cruciale. On a des peurs, on a des craintes, on a de l'éco-anxiété, on a ce qui s'appelle la solastalgie, on a des émotions vives et aussi le déni. Et donc, ce que je vous disais, moi, je suis de moins en moins, mais quand même psychologue. Et en fait, une partie de nos craintes vient du fait et de nos réactions et de nos émotions vives que nous partageons un même patrimoine et un même environnement. Et que donc, nous sommes tributaires de l'autre. C'est ce qui peut être drôlement angoissant, parce qu'on peut avoir ces initiatives personnelles, se dire oui mais l'autre là-bas il fait pas, ou bien comment est-ce qu'on fait ensemble, ou de voir certaines personnes qui sont dans leurs actions plutôt nocives, et ça là nous angoisse. Et donc on va avoir de plus en plus, je pense, des actions peut-être un peu violentes, un peu extrêmes, justement en réaction. Je le comprends. Je le pardonne pas, je justifie pas, mais il va falloir s'attendre à ce genre de réaction parce qu'il y a des émotions très très fortes en lien avec le climat. Donc, faut travailler ensemble, faut aller dans le même sens, ce qui est très dur, complexe. Et dans nos réponses face à ce défi climatique, il faut en tenir compte. Il faut pouvoir exprimer toutes ces émotions, pouvoir en parler, pouvoir dire non, moi ça va pas, ça m'angoisse, j'en parle pas, je regarde pas. Mais si, il faut le regarder, parce qu'une fois qu'on le regarde, on peut l'affronter, mais on peut l'affronter ensemble. Et c'est là aussi, nous en tant qu'ambassadeurs, et vous peut-être bientôt aussi en tant qu'ambassadeurs sur cette thématique, vous pouvez partager avec autrui et le rassurer.
Et donc c'était vraiment bien ça, en disant je passe le relais, c'est-à-dire je pointe ce que je veux, ce qui est acceptable et ce qui ne peut plus l'être. Et enfin, pour passer le relais, au CERD, nous avons un panorama des initiatives dans les Hauts-de-France, si vous voulez aller voir sur le site du CERD, où on fait des détours en bus, hein, parce que je vous ai dit, le train, c'est pas génial en ce moment pour se déplacer dans la région. Donc on fait des détours inspirants et on va aller voir le conservatoire de Bailleul, on va avoir telle mairie qui fait telle politique, on va avoir différents points comme ça et vous en avez énormément sur toute la région qui sont sur des thématiques et vous avez donc tout ce qui va être sur l'agriculture, sur les adaptations, sur à Métal Europe par exemple, ou pas très loin d'ici, vous avez Paprec aussi qui travaille beaucoup, vous avez Pocheco, des entreprises comme ça qui sont très inspirantes dans leur façon d'agir. Et donc nous, ce qu'on fait avec le Détour, c'est qu'on embarque tout le monde et puis on va visiter et on va s'inspirer. Merci. Donc merci beaucoup, effectivement, et merci aussi d'avoir préparé peut-être un peu la journée de demain, puisque demain après-midi il y aura des ateliers et notamment dans ce que vous disiez, il y a des choses qui sont autour de la fresque du climat, qui sera proposée dans une version un peu simplifiée demain après-midi, qui sont tout à fait en relation avec les constats que vous avez amenés. Donc heureusement vous n'en êtes pas resté au niveau des constats, mais vous nous avez aussi apporté des pistes de solutions. Il y aura aussi un atelier autour des objectifs du développement durable qui sera fait. Donc merci pour cette approche. Donc maintenant on a un temps assez conséquent, vous avez été bien dans les temps, donc on peut vraiment échanger avec la salle. Donc nous sommes en configuration mixte, ENPJJ et extérieur, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous présenter, dire qui vous êtes et d'où vous venez, ça permettra juste de mieux se repérer. Et donc là la parole est à vous. Et donc des micros circulent dans la salle. Il y a aussi des personnes qui sont tout en haut. N'hésitez pas à vous manifester. Et sachez qu'à la pause, si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre dans ce qu'on appelle l'amphiba, parce qu'il reste encore plein de places. Hein. Je pense que c'est plus agréable pour assister aux conférences, hein, pour avoir quelquefois été là-haut. C'est moins bien. Donc n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, moi je vais en poser une, d'emblée. Alors, au vu de votre exposé, hein, que j'ai trouvé très clair, très significatif, est-ce qu'il n'y a pas un peu une antinomie à vous intituler encore Centre de ressources du développement durable et à parler de transition? Est-ce qu'on est encore à faire du développement durable? Est-ce qu'il faudrait pas alors c'est Aurélien Barraud, hein, qui dénonce entre guillemets ce terme comme sous-entendant que on continue finalement sur la lancée de consommation qui est la nôtre, mais en étant un peu plus durable. De même, ne faudrait-il pas parler de transformation plutôt que de transition avec tout ce que peut sous-entendre comme frilosité ces deux termes? Alors, développement durable, bon, vous vous rappelez la diapo où je vous ai indiqué ce qui était durable dans les toutes premières, peut-être que vous pouvez revenir en arrière. Et nous, c'est bien là-dessus, le CERD en tout cas, qu'il s'appuie encore, c'est bon. Donc voilà, c'est là que nous, on s'est dit que on allait quand même s'appeler du développement durable, en mettant l'accent plus peut-être sur le durable que sur le développement. Mais le développement, on est pour. On va pas tout arrêter, on va pas dire ça se termine là et on fait une photographie de l'instant T puis on bouge plus. Si, il faut bouger. Mais le développement, c'est pas uniquement du développement du nombre d'intrants dans les sols, c'est pas uniquement du développement pour prendre plus l'avion. Ça peut être aussi comment je trouve une façon de développer qui soit durable et donc qui se situe à l'interface entre le social et l'environnemental. Donc pour nous, le développement, c'est pas un gros mot, c'est pas grave, mais par contre, il faut bien nommer les choses, comme disait Camus. Et donc de dire que c'est plus du durable et donc quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour continuer. Il faut qu'on continue, il faut qu'on persiste.
Il faut pas qu'on s'arrête là, mais il faut que ce soit durable. Et faire une transition, je sais pas... Transformation ou transition? Transformation ou transition. Peut-être, mais tout n'est pas à transformer parce que il y a des solutions qui existent et en fait, il faut pas, je pense, voir que nous en France aussi, mais peut-être dans d'autres pays où nous avons à nous inspirer. Peut-être qu'un jour on fera un détour ailleurs que sur les Hauts-de-France et qu'on ira ailleurs aussi s'inspirer de solutions qui existent déjà. Et donc on va peut-être faire une transformation, peut-être faire une transition, mais là je suis pas trop, j'ai pas ma philosophie de fait là-dessus. Par contre, sur le développement, moi, je crois au développement, mais supportable. Merci. On va faire un petit échange de micro parce qu'il y a un problème de pile. Bah. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au métier qu'on fait. Le public qu'on rencontre, c'est un public qui rencontre beaucoup de difficultés. Les jeunes avec qui on travaille, ils ont des parcours de vie chaotiques, ils ont énormément de problèmes. En plus de leur situation judiciaire, ils ont vécu de la violence. Enfin, je passe. Et du coup, je me demande si c'est pas pour être fataliste, mais je me dis, et je l'ai rencontré sur mon terrain de stage, l'écologie, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Et j'ai du mal à me projeter et à me dire comment est-ce qu'on peut les sensibiliser quand dans leur tête, ils ont tellement d'autres problèmes et voilà. Alors, je ne suis pas éduque. Dieu merci. Moi, tous les jours, je travaille avec des personnes en situation de handicap, moteur, autistes, etc. Je crois dire qu'elles vivent aussi des choses un peu compliquées. Et elles peuvent très bien se dire, mais en quoi je suis concernée? Je dirais même qu'elles sont même concernées au premier chef. Parce que vous vous rappelez la diapo, je vous indiquais que la démocratie, la façon de vivre ensemble, etc. Les personnes les plus vulnérables sont les personnes les plus vulnérables, y compris dans ce domaine. Alors, on va peut-être pas leur parler d'écologie. Lis le dernier rapport du GIEC. Regarde l'impact, etc. Mais on peut très bien les amener quelque part et leur montrer les transformations. On peut très bien leur apprendre à s'alimenter autrement. On peut très bien faire en sorte que quand on leur en parle, ce soit pas une victoire que d'avoir les dernières baskets ou les derniers machins, histoire d'être culturellement plus apprécié ou je possède. C'est ça où il faut qu'on fasse une transition et que ce soit une transformation, que ce soit pas que tout l'environnement en fait, ça soit normal de s'en préoccuper parce que c'est soit tous les jours et c'est soit bientôt dans pas longtemps et de plus en plus. S'ils habitent dans un endroit où ils peuvent pas se chauffer, leur famille a des difficultés, je pense qu'ils sont impactés déjà. Après, c'est de faire les liens et de voir un peu comment est-ce qu'on peut le travailler avec eux. Mais je crois qu'ils sont tout aussi sensibles. Alors, on peut se dire, c'est pas dans leur priorité. Mais j'en sais rien, moi. Est-ce qu'on peut être sûr que c'est pas leur priorité? Est-ce qu'on peut être sûr que leur santé, par exemple, c'est pas la priorité? Et la santé. Mais pour eux aussi, ça l'est peut-être. Maintenant, c'est des jeunes. Alors, c'est vrai que les plus jeunes sont maintenant. Et que l'environnement, c'est plus tard. Mais c'est à nous de le travailler avec eux. Et ce que je vous disais sur les personnes en situation de handicap aussi au début, souvent ils disent ouais mais moi je suis pas handicapée, je suis pas concernée. Si, je suis concernée. Je suis concernée parce que j'habite quelque part, je suis concernée parce que je suis là-dessus, je suis concernée parce que je veux me déplacer, je suis concernée parce que je veux manger, je suis concernée parce que je veux arriver à voter et qu'on m'en laisse l'opportunité. Je suis concernée tout le temps. Maintenant, c'est à trouver le levier pertinent qui est peut-être le plus compliqué. Ça, oui. Oui, c'était dans ce sens-là que je posais ma question. Le levier pertinent, ce sera peut-être pas le même pour machin, truc ou bidule. Ils ont tous, je pense pas. Dans ma conception des choses, et je vous dis, je suis pas éducatrice. Vous avez pas des jeunes. Vous avez un tel, l'autre, machin, bidule, avec son histoire, sa sensibilité, son projet éducatif, ses besoins. Ça se travaille aussi. Mais c'est pas les jeunes.
Vous voyez, c'est en ça, je dis, chacun va répondre ou pas, ou répondra après ou pas. Mais sa responsabilité, et je pense aussi la vôtre, c'est de lui permettre de le faire et de lui permettre aussi de lui montrer l'incidence, mais rapide, que ça va avoir sur sa vie et sur son niveau de vie. Oui. Je trouve juste un petit peu compliqué le fait on n'est pas tous concernés au même niveau. Et il faut déjà être soi-même, se sentir concerné pour transmettre ses valeurs aux jeunes. Et il y a tellement de choses à travailler avec eux. Alors ça se travaille au quotidien, l'écologie. Hein. Moi, j'ai déjà eu plein de situations où j'accompagnais des jeunes en insertion et je le voyais jeter un papier par terre et je lui disais mais c'est pas normal ce que tu viens de faire là. Tu te rends compte quand même? Et on essayait de discuter là-dessus. Mais en fait, je le vois qu'ils sont tellement préoccupés par d'autres choses qui, à leurs yeux, sont tellement plus importantes que je me dis comment est-ce qu'on peut les sensibiliser. Donc c'est des stratégies éducatives à mettre en place. Mais voilà, je m'interrogeais là-dessus. Oui. Puis alors là, sur les stratégies éducatives, ça je pourrais pas vous dire. C'est votre profession, c'est pas la mienne. Mais je veux dire qu'on est, par contre, absolument tous concernés. Et y compris, voilà. Pendant des années, il y avait l'esprit, j'ai des trophées. Souvent on entendait, hein, j'ai ma bagnole, mon chien, ma femme. Tout pareil. Bon, bah c'est ça aussi qu'il faut faire évoluer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de posséder quelque chose? Est-ce que c'est si bien que ça de posséder? Plus près du micro. Vous m'entendez pas? Moins bien. Ça va mieux comme ça? Ou alors c'est peut-être celui-là aussi qui est un problème. Non, faut parler plus près du micro en fait. Je pense qu'il faut vraiment parler comme ça. D'accord. Et puisque j'ai le micro, votre question tombe bien parce que les journées sont pas finies. Et demain, il y aura justement des praticiens qui pourront vous donner une manière d'exemplarité de stratégie éducative, notamment le directeur d'un CEF que j'ai eu pour préparer ces journées et qui disait moi je fais de l'écologie tout le temps, mais on prononce jamais le mot. Bon, mais demain. Frédéric, tu as une question? Je trouve que la question de notre collègue, elle est déterminante pour le sens de ces journées et j'ai pas du tout la réponse à la question que vous avez posée, évidemment. Par contre, je pense que nous-mêmes, si je peux me permettre, je vais être caricatural volontairement, donc ne m'en veuillez pas, mais je pense que nous-mêmes, il faut qu'on sorte d'un schéma selon lequel la préoccupation écologique serait la préoccupation de classes aisées cultivées. Je veux dire par là que on voit bien ce qu'est le vote écolo en France. Qui vote écolo en France? Et le vote écolo en France, c'est parfois pas le vote de ceux qui devraient voter écolo pour leurs propres conditions. On voit comment, par exemple, aujourd'hui, dans les territoires ruraux, la préoccupation est en train de monter et comment les agriculteurs se saisissent de ça, alors même que c'était contre-intuitif pour eux parce qu'ils avaient été élevés eux-mêmes dans des dynamiques productivistes, qu'il y a des fédérations puissantes qui s'opposent à des orientations écologiques, mais on voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui de mouvements d'agriculteurs qui s'orientent vers la protection de l'environnement et vers la préservation du vivant. Je pense que sur la question le périmètre, en tous les cas, de vie des mineurs qui nous sont confiés, notamment les banlieues, les territoires urbains fragilisés, vulnérables, il y a aussi des initiatives qu'on ne connaît pas encore. Il y a une association, par exemple, en Île-de-France qui s'appelle Banlieue Climat, qui travaille en permanence sur l'implantation de la préoccupation écologique dans les banlieues franciliennes. Ce sont des initiatives locales, hein. Encore une fois, comme le dit Bernard, il faut attendre demain de voir comment des éducateurs ont pu se saisir de ça. Mais je pense que, vous voyez, nous-mêmes, à notre corps défendant, on plaque parfois des représentations sur, en fait, le fait que l'écologie, c'est l'affaire voilà, encore une fois, de classes plutôt aisées et cultivées, alors même que ça n'est pas le sujet. Et c'est normal, c'est l'histoire de l'écologie politique qui s'est construite comme ça, et c'est notre propre éducation qui aujourd'hui fait qu'on a encore ces représentations contre lesquelles il faut lutter. Ça, c'est le premier point, une question de représentation. Le deuxième point, c'est que il faut sans doute, et vous savez que le Comité des droits de l'enfant, d'ailleurs je voulais le dire tout à l'heure et j'ai oublié de le dire dans mon introduction, parce que c'est quand même une nouveauté de cette année assez déterminante. Le Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, fin août, pour la première fois, a édicté l'émergence du droit des enfants à grandir dans un environnement sain comme un des droits de l'enfant. Ça pourrait devenir le 49e droit de l'enfant, de la Convention des droits de l'enfant. Parce que c'est bien l'affaire des enfants, de tous les enfants, quels qu'ils soient. Ça nous relie évidemment à
Oui, Bernard. Je disais page 44 du dernier numéro des Cahiers. Excellent. Mais on n'a pas répété avec Bernard, mais c'est tout comme en réalité, n'est-ce pas? On fait la promotion de nos propres éditions, tout ça est un circuit très court en réalité. Mais voilà, en tous les cas, le fait que ça puisse devenir un droit de l'enfant opposable, ça peut être déterminant, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais les États signataires de la Convention des droits de l'enfant, dont la France évidemment, sont tous les 4 ans évalués par l'ONU sur l'effectivité des droits de l'enfant. Donc si ça devient un droit de l'enfant, ça peut devenir un droit opposable pour eux et ça peut encore induire des orientations matérielles concrètes de la part des pouvoirs publics dans l'application des lois, notamment de la loi énergie-climat ou des deux lois Egalim qui sont extrêmement contraignantes en réalité. Je voulais vous dire ça tout à l'heure et j'ai manqué de vous le dire, mais c'est l'occasion de vous le dire. Donc oui, c'est l'affaire de tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, bien sûr. Je sais que vous le savez, mais simplement, il faut qu'on le partage ici aussi parce que c'est pas, encore une fois, malheureusement, j'assume cette position qui me fait sortir sans doute un peu de ma neutralité, encore que je ne parte pas d'opinion politique, mais l'écologie politique est un objet qui s'est construit presque à côté de ce que devrait être la préoccupation écologique de tous les citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? Et heureusement qu'elle a existé, l'écologie politique. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle explose les carcans dans lesquels elle a grandi. C'est pas un vote urbain bobo, pour le dire vite. Ça ne peut plus être ça. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des agriculteurs, c'est l'affaire des jeunes de banlieue, c'est l'affaire de tous. La dernière chose que je voulais vous dire, très pragmatiquement, par rapport à la question que vous avez posée, et ça nous renvoie sans doute aux présentations qui vous seront faites demain, c'est que il faut raisonner sans doute autour de cet objet comme autour des sujets de socialisation, santé, culture, sport. C'est un nouvel objet de médiation éducative pour moi. Enfin, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que ça doit devenir pour vous un vecteur d'entrée en relation avec les ados comme un autre, comme une manifestation culturelle, comme une manifestation, une compétition sportive. Quand vous construisez des projets éducatifs sur les vecteurs traditionnels, notamment culture et sport, ça on est très habitué à la PJJ. À telle enseigne, vous savez qu'on a des manifestations nationales, certains reviennent des parcours du goût. On se pose la question avec la centrale de créer une manifestation nationale autour de l'écologie. Tellement ça doit devenir une médiation éducative normale. Quand on construit ça, vous vous fixez des objectifs, notamment en termes de réalisation, de réussite, de valorisation de soi. Ça fait partie du deal des manifestations nationales. Il faut évidemment que les gosses puissent voir le résultat de leur travail. Là, il y a tout un tas d'initiatives. Enfin, Olga le dessinait à l'instant, et je pense que nos collègues éducateurs vous le montreront demain. Il y a tout un tas d'initiatives extrêmement concrètes qui soit montrent un résultat d'une réalisation et qui donc valorisent les mineurs et ils y trouvent du coup du sens, soit tissent des ponts vers des métiers qui sont en cours de développement autour de l'éco-responsabilité. Tout ce que Olga a dit sur l'économie sociale et solidaire, sur l'économie circulaire, tout cela, on sait que ça crée des emplois, ça va créer des emplois, y compris des emplois peu qualifiés, auxquels pourront émarger un grand nombre des jeunes confiés à la PJJ. Et je pense qu'on a aussi intérêt à réfléchir aujourd'hui à insertion socio-professionnelle de nos mômes par ce vecteur-là. Parce que ce vecteur, il n'est pas forcément gourmand en diplôme. Par contre, il est gourmand en engagement. Et encore une fois, si on arrive à convaincre des mômes des générations dont on a la charge aujourd'hui, on peut les orienter vers des métiers émergents. Vous savez qu'il y a un rapport, je crois, de la CIA qui estime que en 2050, plus de la moitié des métiers qui existeront dans le monde occidental n'existent pas encore aujourd'hui, notamment à la faveur de la transition écologique. Voilà. Ce que je voulais vous dire, ce n'est pas une réponse du tout définitive, hein, c'est pour aider dans le cheminement et je suis sensible à votre question parce que je comprends tout à fait ce que vous voulez dire et je pense qu'on est nombreux à comprendre ce que vous voulez dire, mais il faut vraiment y raisonner par, à mon avis, les angles médiations éducatives et insertion professionnelle. Vous voulez prendre la parole? Oui, ça marche. Mais justement, en fait, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit auparavant et comment, nous, de notre place d'éducateurs, gérer l'ambivalence du propos que vous tenez justement vis-à-vis des pratiques éducatives et de l'écologie qui doit être vue comme un moyen de médiation, tandis qu'au niveau des réalités de terrain, parfois, il y a des choses totalement ubuesques au niveau de l'écologie. Je prendrais par exemple, l'utilisation des transports à outrance, mais même pour avoir fait ma première séquence de stage en hébergement, quid du gaspillage alimentaire, sachant que on est des services sociaux d'hébergement, donc par exemple nous ne pourrons pas utiliser l'alternative comme Too Good To Go pour les denrées alimentaires qui pourraient être bientôt périssables. Donc moi ma problématique c'est que on peut utiliser l'écologie comme un média éducatif, mais à côté de ça,
qu'est-ce que l'État et les politiques sociales vont faire pour soutenir cette action? Parce que justement, en hébergement, le gaspillage énergétique, le gaspillage alimentaire et même le gaspillage que peut entreprendre nos métiers du sociaux est omniprésent. Et en fait, je trouve que personnellement, de mon point de vue, ça crée une forme de schizophrénie dans le fait qu'on doit utiliser l'écologie comme un média et en même temps, dans ce qu'on fait, on n'est pas si écologique que ça. C'est compliqué, je trouve. Alors évidemment, je n'ai pas la réponse à la question que vous posez, et puis je ne suis pas responsable des services de la PJJ Bien dans sûr. leur ensemble. Et Caroline Nizan, d'ailleurs, la directrice serait bien en difficulté pour vous répondre aussi. Mais vous pointez exactement du doigt ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une lecture que vous pouvez tout à fait contester. Évidemment, vous pouvez en avoir une autre, mais en tous les cas, aujourd'hui, on peut avoir la perception que le méta, le politique du plus haut niveau, a extrêmement bien avancé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il a extrêmement bien avancé. Encore une fois, l'ONU s'est saisie du sujet. La Commission européenne, quelles que soient les tendances politiques, je regarde pas ça, je regarde ce qui se fait au fond. La Commission européenne actuelle, sous la direction de Ursula von der Leyen, a été c'est le premier espace international à avoir à ce point des directives obligatoires en matière de transition écologique. Il n'y a pas d'autre espace de 500 millions d'habitants dans le monde, dans le monde, qui soit à ce point-là avancé en termes d'éco-responsabilité que l'Union européenne. Et pourtant, je sais qu'il y en a encore beaucoup à faire. Mais on voit qu'il y a des engagements de la Commission. La France, on l'a dit, par les accords de Paris, par la série de lois que Olga a rappelées, a vraiment fait sa part. Le législateur a voté des lois qui sont, encore une fois, prenez le temps, si ça n'est pas fait, de les regarder, ces lois, pas de les lire intégralement, mais de voir l'exposé des motifs et des conclusions de ces lois. Sur viepublique.fr, vous avez le résumé des lois. Regardez ce que ces lois nous disent. Je pense aux lois, notamment sur l'alimentation et l'agriculture, les deux lois Egalim. Ces deux lois Egalim, en fait, elles s'appliquent. Si on les applique sérieusement, on peut très vite atteindre, d'ailleurs merci Olga d'avoir rappelé que les émissions de gaz à effet de serre sont quand même meilleures aujourd'hui qu'avant, qu'on a quand même gagné 1,1 degré sur les prévisions pré-accord de Paris, puisque avant les accords de Paris, on estimait qu'on serait à plus 4 degrés. Depuis les accords de Paris, on est à 2,9. Donc ça veut dire que ça s'améliore, ça veut dire qu'il y a des politiques publiques qui fonctionnent. Ça, tu l'as toi-même dit. Donc le méta a plutôt bien avancé. Le trait local est en train d'avancer, et si on partage ça avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'on croit que nous pouvons ici être une force de transformation. Vous êtes ici 130 qui allaient repartir sur des terrains et qui allaient proposer des initiatives, qui allaient animer des activités, qui peut-être certains d'entre vous vont construire un PEC autour de ça, j'en sais rien. Voilà, il y a plein de vecteurs pédagogiques que vous pouvez saisir pour faire ça, mais évidemment ce sera insuffisant. Parce que il y a l'entre-deux. L'entre-deux, c'est ce qu'on se disait, c'est le fossé qui reste à franchir, c'est-à-dire la déclinaison des lois en actes. C'est quand même assez... On nous a félicité, je vous le dis sans aucune fausse modestie, parce que c'est le travail de plein de collègues ici. On nous a félicité plusieurs fois cette année pour avoir sorti un plan éco-responsable en tant qu'école. Mais moi, je n'en tire aucune fierté en réalité. Parce que se dire qu'on a un premier plan éco-responsable d'une école de service public à 27 ans de la fin de la stratégie nationale bas carbone, c'est plutôt vertigineux. On a en fait beaucoup de retard. On en a fait un, mais on a énormément de retard. On l'a fait. Il faut que d'autres le fassent. La direction de la PJJ, encore une fois, je vous l'ai dit, a pris la mesure du sujet, a fait son bilan carbone. Elle va construire à partir de décembre son plan éco-responsable. Mais peu de directions de l'État l'ont fait pour le moment. Peu de directions de l'État l'ont fait. Et le sujet, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque, et c'est pas qu'une question d'argent du tout, lorsque les institutions se saisissent de cela, c'est-à-dire organisent la lutte contre le gaspillage, le recyclage alimentaire, la rationalisation des déplacements, vous assistez, j'imagine, dans les services éducatifs à l'électrification du parc automobile. Vous les voyez, les véhicules électriques contre lesquels tout le monde râle parce qu'on n'a pas les bornes. Vous les voyez. Bon, ça c'est une preuve matérielle de l'engagement de l'État sur ce sujet, et les bornes sont en train d'arriver, mais plus lentement que les véhicules. Donc c'est ça qui met tout le monde en colère, mais c'est quand même une preuve matérielle, vous voyez ce que je veux dire, de cela. Sur les approvisionnements alimentaires, sur ici par exemple, on a aboli l'usage de l'avion hors Outre-mer et ville de Toulouse. Voilà, ce sont des choses extrêmement concrètes que ça, mais qu'on prend.
localement, encore une fois, la direction doit en prendre maintenant nationalement, mais je pense encore une fois que, comme le disait Olga, vous êtes vous-même, collectivement, individuellement, la force de transformation. C'est-à-dire que quand vous allez arriver sur le service, je pense que vous pouvez vous accrocher aux lois qui s'imposent à nous, à la stratégie nationale bas carbone, au service public éco-responsable. Alors là, vous êtes stagiaire, donc je comprends que vous n'êtes pas encore dans la situation la plus favorable, mais en septembre 2024, vous serez titulaire. Vous pouvez tout à fait demander, mais où en est le projet de service sur l'éco-responsabilité? Vous avez des lois aujourd'hui qui vous légitiment à le dire, comme sur d'autres sujets. Vous avez des lois. Nous, évidemment, notre boulot, c'est de former les cadres, comme on est en train de le faire avec vous, parce que c'est d'abord l'affaire des cadres, évidemment, le portage de l'éco-responsabilité dans un projet de service. C'est évidemment au dire de le porter. Les dires eux-mêmes vont bénéficier d'une séance spéciale en décembre sur ce sujet. Le ministère de la Transition écologique, comme vous le savez peut-être, forme d'ici 2024 25 000 cadres supérieurs de l'État et des collectivités locales pour qu'ils animent des plans éco-responsables dans leurs entités de travail. Bref, les choses avancent. Mais je rejoins vraiment ce que disait Olga tout à l'heure, pardon de la redondance, mais sur le fait de ne pas se dire « j'attends que l'autre fasse pour agir ». Cette affaire, elle est l'affaire des individus qui, en sédimentant leurs initiatives, arrivent à créer une force collective. Il faut qu'on convainque, vous dans vos équipes. C'est pas facile, hein, je vous dis pas que c'est facile, et je vous dis pas que les RU ou les DS sont tout de suite formés et ont tout de suite envie, bien sûr, parce qu'ils ont d'autres contraintes. Mais là, on parle de préserver le vivant, c'est-à-dire qu'à peu près rien n'est au-dessus de ça. Merci beaucoup Frédéric, je voulais juste passer Pardon, parce que je suis très long. Non, Olga voulait compléter ton propos. Donc... Et moi, j'ajouterais juste avant de te repasser la parole qu'effectivement, il y a un vrai enjeu au niveau du service public, puisque tu parlais de l'objectif 2 tonnes. Donc 2 tonnes, c'est 2 tonnes de carbone équivalent gaz à effet de serre. Il faut savoir que je parle sous ton contrôle, mais 1 tonne de ces 2 tonnes, c'est ce qui est émis par les services publics pour l'utilisation en tant qu'usager. Donc il y a un vrai, je vous rejoins tout à fait, il y a un vrai enjeu à ce que les services publics soient exemplaires et jouent le jeu à tout niveau. Ouais, Juste pour dire, dans le plan là, France Nation Verte, le plan numéro 5, c'est donc mieux se nourrir. Et là, très concrètement, ça c'est ce qui est imposé. Hein. Choix quotidien d'un menu végétarien dans les cantines de l'État et des universités, menu hebdomadaire dans les cantines scolaires et expérimentation pour les collectivités volontaires. À la suite de l'expérimentation prévue par la loi Egalim dont tu parlais, les cantines scolaires devront désormais obligatoirement proposer un menu végétarien au moins 1 fois par semaine. Les cantines de l'État et des universités qui proposent déjà plusieurs menus devront pour leur part proposer une option végétarienne dès le 1er janvier 2023. Les collectivités volontaires pourront expérimenter le menu végétarien quotidien et ainsi venir enrichir l'évaluation qui sera conduite par l'État. Donc c'est déjà des choses qu'on doit appliquer depuis 1er janvier 2023. Et juste une petite sur cette alimentation, nous dans les structures médico-sociales, on a aussi des normes et des obligations qui sont très très sévères, surtout qu'en plus il y a des menus adaptés, liquides, enfin bref. Ce qu'on a fait, c'est que on a aussi une obligation de végétalisation. Ben on leur a petit à petit enseigné comment faire du circuit court, c'est-à-dire comment planter, comment apprivoiser la terre, comment apprivoiser ce que c'est que cette sensation, et puis qu'est-ce que ça veut dire de faire pousser, et ensuite après qu'est-ce que c'est que de récolter, d'accommoder et de manger. Et on ne donne jamais des portions, on leur demande de nous dire combien ils veulent de portions. Déjà, ça change beaucoup dans le gaspillage. On a fait différents menus, effectivement, du végétarien. Et ça change beaucoup de choses, mais surtout le fait de se dire, on doit végétaliser, on va planter, ils vont planter et ils vont récolter et ils vont nous aider à cuisiner. Ça change un rapport à la nourriture. C'est pas je consomme, non, on attend déjà, on a cet aspect de j'attends, je le mérite, je le veux, et puis j'en fais quelque chose et je suis fière. Et là, vraiment, cette fierté d'avoir produit, on le met énormément en valeur et on le médiatise, etc., etc. Et en plus, vous avez les parcours du goût. En plus, à Bordeaux, c'est un truc énorme. Vous avez vraiment des gens qui sont prêts, je pense, des jeunes, à s'investir dans ce type de consommation.
Alors, parcours du goût, je ne sais plus quelle page, mais on en parle aussi. Merci, merci les collègues d'avoir préparé aussi bien le. Je vous jure, on n'a pas répété, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Juste Anthony, pour rebondir sur ce que tu as dit, au-delà des initiatives, selon moi, sous les unités, les services, etc., il y a aussi une réalité de territoire. Enfin, combien de personnes ici font des stages en Île-de-France? Voilà. Combien de personnes prennent les transports pour faire des VAD, accompagner un gamin au tribunal, etc. Bon, je sais pas, du coup, s'il y a une adéquation là entre le nombre de personnes au PTF Île-de-France et le nombre de personnes qui prennent les transports, il y a quand même des alternatives. En Île-de-France, selon moi, une personne qui aurait une voiture, enfin, je dis pas que ça relève du caprice, mais un petit peu, parce qu'on a quand même un certain nombre de RER, de lignes de métro, de bus, enfin, de possibilités. En fait, après, il y a aussi la question du temps. Mais moi, je me rappelle à l'époque où j'étais à votre place et la formation durait 2 ans. Et j'étais en stage en Savoie, faire des VAD entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, si on n'a pas de voiture, là, franchement, on peut pas. Donc, l'écologie, c'est aussi une question de réalité, de territoire, avant tout. Tu veux rebondir là-dessus? Bien évidemment, et même au niveau des réalités de territoire, en fait, la problématique, en fait, c'est que je pense que pour beaucoup de personnes, la voiture est ancrée dans l'imaginaire collectif, et même nous, dans notre entrée en formation, l'une des choses qui peut revenir beaucoup, c'est l'importance, nous, en tant qu'éducateurs, d'être véhiculés, qui devient presque une obligation pour mener à bien notre mission. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que souvent, la facilité, ça va être d'utiliser le véhicule pour tout et rien. Et c'est une réalité de terrain, justement. Même pour des mini-accompagnements où on pourrait prendre le métro, bien souvent, en fait, pour prendre l'exemple de l'hébergement, vu qu'on est souvent en temps réel, il est difficile mentalement de se prendre la charge mentale, de se dire le trajet fait 20 minutes, mais s'il y a un problème de RER, pour les transports parisiens, bien évidemment, c'est compliqué justement à gérer. Le véhicule reprendre la solution de facilité. Et tant qu'il n'y aura pas des ajustements qui seront faits dans les services, mais même au niveau du système, ça fonctionnera pas, je trouve. Alors, exemple concret, je me permets, mais oui, parce que autant incarner ce qu'on dit, parce que je pense que vraiment toutes les questions qui sont posées, elles sont importantes. Dans la circulaire service public éco-responsable dont on a parlé tout à l'heure de 2020, regardez-la, parce qu'elle est très concrète. Ce sont 20 engagements très concrets. Dedans, vous avez un plan vélo. Les services publics doivent développer l'usage du vélo. Évidemment que selon l'échelle, entre qu'est-ce que tu disais, Sophie, entre Albertville et Chamonix, Chambéry, Bourg-Saint-Maurice. et Bourg-Saint-Maurice, c'est pas possible. Enfin, ou alors en ayant du temps et en ayant des mollets, voilà. Mais pragmatiquement, il y a beaucoup de métropoles en France où on peut faire des VAD ou des visites de stage en vélo. Ici, on développe l'usage du vélo, on achète des vélos qui sont mis à disposition des formateurs de l'école pour faire des visites de stage dans un périmètre qui est évidemment praticable en vélo. Mais ça fait partie des options. Développement du covoiturage. Quand vous reviendrez avant la fin de l'année, peut-être, si le marché restauration est renouvelé, puisqu'on est en cours de renégociation, vous verrez qu'il y a un jour par semaine où il n'y aura plus de viande à l'école. Mais c'est tout un tas de micro-gestes qui sont tout à fait duplicables dans un service éducatif. Évidemment, je comprends que de la place d'un éducateur ou d'une éducatrice, ce ne soit pas toujours facile de le défendre quand on est seul à le défendre. Ça, je me mets à votre place. C'est vraiment un sujet d'équipe. C'est vraiment un sujet d'équipe. Mais encore une fois, les orientations, elles sont écrites par le législateur et par les autorités publiques. Donc, voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, le magistrat qui a écrit le code du cycliste se trouve dans les cahiers dynamiques. Merci. Et juste, j'ai envie d'avoir une réaction. Alors, normalement, je suis censé animer, mais forcément, j'ai le micro. Je suis un peu comme Frédéric. J'ai le micro, je l'utilise. Par rapport au trajet en transport en commun avec un jeune, j'ai été éducateur il y a bien longtemps et je me dis, mais quelle formidable occasion de développer l'autonomie d'un jeune qui, lui, prendra pas la voiture pour se déplacer. Alors que lui faire le trajet avec lui, c'est juste une opportunité de lui montrer les choses, de favoriser son autonomie et de passer aussi du temps dans une relation qui est moins moi je te conduis et je te balade, quoi. Voire même pourquoi pas se faire comment dirais-je, guider dans le métro par ce jeune qui a peut-être plus l'habitude que soi de l'utiliser. Voilà. Et je dirais que
La voiture est devenue une facilité parce que culturellement, c'est même un progrès social, etc. Au début du 19e siècle, il n'y avait pas beaucoup de voitures et donc c'est devenu un moyen facile, rapide, efficace. Oh, je dois aller là, paf, je prends ma voiture, je réfléchis presque plus. Il va y avoir un changement dans les villes, c'est-à-dire que la place de la voiture ne sera plus la même. Là maintenant, vous avez presque plus de voitures que d'habitants parfois dans certaines villes et des voitures scotchées en plus à leur place. Il y a quelques mois, quand j'étais encore gamine, avoir son premier véhicule, c'était le Saint Graal. Mon Dieu, ça y est, je suis une adulte. Ça va changer dans ces représentations. Et ça va changer ne serait-ce que parce que maintenant, avoir un véhicule, ça va devenir extrêmement coûteux. On va vous inciter à ne plus prendre votre véhicule. Il va y avoir des ZFE qui vont vous interdire les véhicules à l'intérieur d'une ville. Donc finalement, au bout d'un moment, se déplacer en véhicule, ça va être plus gênant qu'autre chose. Et là où ça va être impactant, c'est que par rapport à notre rapport au temps, ça va changer. Ça va changer beaucoup de choses parce qu'on peut pas se dire, je prends mon véhicule, oh, j'ai 20 minutes. Non, ça va dire, je réfléchis, je fais comment je me déplace, par quels moyens, combien de temps ça va me prendre, et tout ça, ça va être effectivement. Alors pour l'instant, on appelle ça une charge mentale parce qu'on a oublié l'effet que ça fait. Bientôt, ça sera presque normal de se déplacer de cette façon parce que nous y sommes fortement incités et parce que de plus en plus les villes font dégager les voitures, ne serait-ce que parce qu'elles ont besoin de cet emplacement pris par les voitures pour faire autre chose. Et le autre chose, c'est super parce que c'est pour faire des pistes cyclables. Donc c'est pas plus mal. Mais si vous êtes à Amsterdam, vous êtes tous allés à Amsterdam pour quelque raison que ce soit, vous avez bien vu, ils ont pas de voiture, c'est extrêmement gênant de se déplacer en voiture. Et on aura bientôt cette obligation là aussi nous, et puis ça deviendra normal. Mais c'est vraiment dans nos habitudes. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais en profiter pour vous donner des informations pratiques que je devais vous donner après, mais étant donné que Frédéric et vous avez un peu défloré le sujet, je vais le dire tout de suite. Sachez que demain, on va vous demander de nous aider à faire une petite expérience. C'est-à-dire que le midi, peut-être certains râleront, mais vraiment, on vous demande de tester, de nous aider à tester ça, et puis de nous donner votre avis, puis de faire l'effort de le tester. Quel teasing! Et il n'y aura pas de viande pour le repas du midi. Ce sera le premier repas entièrement végétarien de l'école. Alors c'est un choix qu'on a fait. On s'est dit ça va râler. Il y a des gens qui vont râler, mais justement on vous demande de jouer le jeu. Et peut-être qu'en goûtant les plats que la restauration nous aura préparés, finalement on se dira c'est peut-être pas mal de manger végétarien. Donc merci par avance à tous d'accepter de tester ça avec nous. Et peut-être tu as ouais, j'ai juste un truc à dire. Vous avez beaucoup de chance parce que nous la dernière fois dans mon association la APF France Handicap qu'on a été cobaye, c'était pour manger les vers qui sont élevés à Calais. Donc vous voyez, finalement c'est pas plus mal. Merci de relativiser. Donc voilà pour les informations pratiques. Les ateliers, on vous diffusera un QR code aussi dans l'après-midi, mais il y en a un peu partout dans les couloirs qui seront, parce qu'il y aura aussi un atelier les mains dans la terre. Pareil, ce dont vous parliez, Olga. Et dernière petite information, sauf s'il y a encore des questions, hein, c'est encore possible. Exceptionnellement, on est dans les temps. Sinon, on reprend à 16h30. Et là, je vous conseille vraiment d'être là à 16h30 pile. J'ai interdiction de vous dire pourquoi. Donc, pareil, mais la pause est suffisante. Soyez là à 16h30 pile. Merci beaucoup.